avant de donner la parole à Alessandro Giacone, donc directeur scientifique du colloque d'aujourd'hui pour les conclusions, d'abord une nouvelle fois vous remercier toutes et tous pour votre présence et prévenir les intervenants. Comme vous savez, ce colloque est en 2 journées. La journée de demain a un nombre de places. Il semblerait qu'on manque de batterie sur l'autre micro aussi. La journée de demain a un nombre de places limité, mais vous pouvez tous et tous la suivre très facilement en ligne, dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui. J'ai eu des retours qui me montrent que ça a été un franc succès et que c'était très, très plaisant de suivre également en ligne. Donc je vous invite d'abord toutes et tous à suivre en ligne et j'invite les intervenants qui souhaiteraient donc être présents demain à se rendre demain matin, s'ils le souhaitent, enfin s'ils veulent venir par ce moyen de transport, place Raoul Dautry à 9h30 pour le car qui nous conduira à Aujaret, à la maison Jean-Monnet. Je vous remercie et je cède la parole à Alessandro Giacone pour les conclusions de cette journée. Bien, merci beaucoup. Alors, au terme d'une longue journée vraiment très riche, dont le résultat, je crois, ont dépassé mes attentes et même celles de Noël, je voudrais tout d'abord saluer, puisque cela fait au moins 6 mois que nous échangeons à peu près tous les jours, plusieurs fois par jour, sur l'organisation de ce colloque. Et je voudrais bien entendu associer à ces remerciements le groupe d'études géopolitiques, le Grand Continent, donc Matteo Malik aujourd'hui présent, et Gilles Gressani et Ramon Aglois qui malheureusement ne sont pas là aujourd'hui. Bien entendu, toutes les personnes qui sont succédées à la tribune depuis ce matin, encore une fois, dont je remercie tout d'abord d'avoir trouvé une place dans leur emploi du temps, ce qui n'allait pas de soi, et surtout d'avoir proposé des résultats de recherche provisoire pour le moment, puisqu'il y aura des actes, donc il y aura toujours la possibilité d'ajouter d'autres contributions, mais déjà le résultat d'aujourd'hui, je pense, est tout à fait passionnant. Alors je reviendrai sur certains points qui ont été évoqués pendant cette journée. Je ne reviendrai pas sur la matinée sur laquelle j'étais déjà en partie revenu. Tout d'abord, merci beaucoup à Eric Roussel qui, en fait, par ses talents de biographe qui ont été récemment reconnus aussi, entre autres choses, par son élection à l'Institut d'inscription et de belles lettres, dans l'étude morale et politique, pardonnez-moi, Eric, je suis d'ailleurs convié à la cérémonie, donc... en tout cas, cette manière d'avoir également rapproché et cherché également à définir le rôle de Pierre Ruy au sein du réseau Monnet. Alors, je vais faire des conclusions assez provisoires car il reste encore la journée de demain, mais tout d'abord, je pense que la richesse de cette journée résulte d'une part du fait d'avoir essayé d'associer des personnalités aux profils différents. On a eu des archivistes, nous avons eu des historiens de l'intégration européenne, des historiens de l'économie, également des acteurs engagés, et je remercie tout particulièrement Christian Sauter et Pascal Lamy d'être intervenus à la fin de ce colloque avec des interventions qui ont suscité, vous l'avez vu, beaucoup de questions. Alors, le travail des historiens a été en partie celui de déterminer ce que l'on doit à Pierre Ruy, ce que l'on doit aux autres, dans un travail qui reste toujours un travail d'équipe. Alors cela est tout à fait fondamental. On a également beaucoup insisté sur le caractère de Pierre Ruy, mais je pense que c'est l'une des formules qu'il a livrées dans ses entretiens du comité d'histoire économique et financière. Je ne suis pas un diplomate, mais je suis un négociateur. Et c'est vrai que c'est l'un des paradoxes de cette personnalité, cette incapacité à la limite à accéder aux plus hautes fonctions qu'il aurait mérité certainement au vu de ses talents et de ses compétences, et d'autre part cette incroyable capacité à trouver les petites solutions et finalement les moyens de sortir de l'impasse. Alors en ce qui concerne le sujet que je connais le mieux, c'est-à-dire l'histoire de l'intégration européenne, je voulais donner quelques exemples concrets. Alors je laisse de suspens la question de l'invention du terme commission, sur lequel il faudra faire encore des recherches plus précises, mais l'hypothèse que ce soit Pierre Ruy qui l'ait effectivement inventé n'est pas tout à fait écartée. Mais pensons à 2 choses. C'est Pierre Ruy finalement qui obtient dans le traité de Rome qu'il y ait une seule assemblée commune. Le projet de base en 1956, avant que les négociations ne s'engagent, c'est qu'à côté des 3 communautés, la haute autorité, l'Euratom, donc la commission de l'Euratom et la commission CE,
qu'il y ait à chaque fois une assemblée parlementaire à part. En fait, c'est Pierre Henry qui aura eu gain de cause et qui, en obtenant que finalement il y ait une seule assemblée commune, celle qui était déjà celle de la CECA, mais par un expédient, il arrive à faire en sorte que cela pourrait être aussi celle de la CECA, c'est le petit détail qui va permettre de l'emporter. Cela a probablement facilité l'émergence plus tard de cette assemblée commune qui deviendra Parlement européen en 1962, et on est 5 années avant la réalisation effective de la fusion des trois exécutifs. Donc il a fallu attendre le traité de 65 et l'application en 67 pour avoir une seule commission, mais on a déjà une assemblée parlementaire commune dès 1958. Et ça, c'est l'une des choses qu'on doit Pierre Henry. Un autre exemple qui est peut-être un peu technique, mais en fait, la manière dont on a décidé les minorités de blocage au sein du vote au Conseil, c'est une question qui se pose pour la première fois en 1958, qu'on va retrouver, on va dire, jusqu'au traité de Nice. Mais il y a toujours l'opposition entre les grands pays qui veulent peser davantage et les petits pays qui posent en fait toujours ce différend possible. Et c'est Pierre Henry qui trouve la solution en disant s'il y a une minorité de blocage avec un certain nombre de pays, à l'époque, avec les 6, c'était simple, hein, c'était les 3 petits pays du Benelux contre les 3 grands. En fait, si la décision vient de la Commission, vous, les petits pays, vous êtes surreprésentés au sein de la Commission. Donc, la minorité de blocage ne sera pas possible. En revanche, dans les rares cas où finalement la minorité de blocage, la proposition a été mise en dehors de la Commission, eh bien, dans ce cas-là, il y aura une minorité de blocage qui sera différente. Et en fait, c'est un petit mécanisme institutionnel qui a survécu pendant des décennies et des décennies. Alors, Pierre Henry avait un esprit acéré, vif, fulgurant, cela a été suffisamment rappelé. Il pouvait agacer par son intelligence, mais pas tellement par son intelligence, le fait qu'il ne supporte pas que les autres ne pensent aussi vite que lui. Et j'ai à cela un témoignage en fait assez intéressant, c'est que même Monet de temps en temps avait du mal à suivre. J'avais l'occasion de m'entretenir avec Max Konstam, et Max Konstam m'avait raconté qu'un jour Jean Monnet avait dit, quand Pierre Henry était en train de multiplier les tableaux, les statistiques, etc. Et Jean Monnet lui avait dit « Cher Pierre, cela devient trop compliqué, je n'arrive pas à comprendre, et d'ailleurs je ne veux pas comprendre. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut s'arrêter. » Et cela était probablement l'une des grandes qualités de Jean Monnet, cela a déjà été rappelé, la manière de savoir en quelque sorte canaliser cet esprit créatif, cette grande intelligence qui touchait à tous les secteurs, en commençant par la philosophie, et qui, par les chemins de l'histoire, s'était retrouvé finalement à s'occuper surtout d'économie. La question qui se pose, c'est finalement avec le départ progressif de Jean Monnet, bien sûr, Pierre Henry joue un rôle tout à fait essentiel auprès de Paul-Henri Spaak, et je pense que même Pierre Henry est davantage l'inventeur du marché commun que Jean Monnet. Cela a été exposé en détail. Monnet avait des réticences sur un marché généralisé, commun généralisé, qui viennent tout de suite. Il pensait surtout à cette intégration sectorielle. En cela, Pierre Henry simplement a probablement vu plus loin. Mais après le départ de Monnet et également le retrait de Spaak, qui s'est surtout occupé d'OTAN, c'est vrai que Pierre Henry a dû se trouver un peu orphelin. Et là commence sa deuxième carrière, après sa démission de la haute autorité en 1959. Et je pense que l'une des autres réponses possibles à cette déception devenait simplement du fait que tous les gens qui avaient travaillé avec Pierre Henry, notamment dans la rédaction des traités de Rome, pensons à Walter Hallstein, pensons à Dirk Sperenburg, pensons à Albert Coppée, en fait, pensons à Werner Groben, qui en quelque sorte était son adjoint. En fait, tous ces personnages, on va les retrouver dans les années 50-60 au plus haut poste, soit président, soit vice-président de la Commission européenne. Pas à Pierre Henry qui, en fait, a quitté les institutions européennes tout en gardant ce rôle de conseiller. Les raisons ont déjà été expliquées. Il fallait une place pour Marjolin, l'autre place devait être pour un membre du patronat. Ce n'était pas possible de nommer en même temps Marjolin et Uri. Donc cette deuxième phase qui commence en 1959, dont on n'a pas suffisamment parlé, mais il faudra reprendre d'une manière détaillée un jour, c'est-à-dire ses activités à l'Institut Atlantique.
ses activités à la FGDS, au Club Jean Moulin, en tant qu'expert économique du Parti Socialiste, membre de ce shadow cabinet qui Mitterrand avait créé dans les années 70. Il faudrait également se pencher davantage sur ses activités de professeur. Il a été professeur à l'ENA à Dauphine, et à l'ENA, il a eu des élèves qui ont eu une grande carrière. Parmi les siens, il y avait notamment Valéry Giscard d'Estaing et Michel Rocard, parmi tant d'autres. Il faudra également se pencher un peu plus tard sur toutes ces activités, notamment de journaliste, d'essayiste, de pamphlétiste, puisqu'on a un fonds très très riche à Lausanne. Et je crois que cela est finalement le vœu le plus cher des organisateurs de ce colloque, que je tiens également à remercier, c'est-à-dire remettre un peu sur le métier toute cette matière. Cela a été fait aujourd'hui, ce sera également le cas de demain. Je dois en plus remercier de manière particulière Antoine Chattard, dont le nom n'a pas encore été mentionné, qui en fait, depuis l'été dernier, s'est mis à décrypter toutes les cassettes d'entretien que Pierre-Louis a accordées au comité d'histoire économique et financière, 17 cassettes, qu'ensuite Noël a relu de manière tout à fait attentive, et moi-même, donc on a été dans la boucle en fait pendant des mois et des mois, et en fait on a également mis à la disposition des intervenants qui le souhaitaient. Donc tout cela pour dire que la matière est encore très très riche, et cela annonce d'une part une journée passionnante également demain, mais surtout un volume d'actes. Et la bonne nouvelle que je peux déjà vous annoncer, c'est qu'il y aura un intérêt, on en a parlé pendant la pause du déjeuner, du comité d'histoire économique et financière, qui serait prêt donc à publier et donner sa place à Pierre-Louis à côté de tous les autres grands personnages de l'histoire économique et financière de la France. Je tiens à vous remercier et je vous dis donc à demain.